Au Burkina Faso, une réforme universitaire surgit au milieu de l'urgence. Dans un Sahel où terrorisme, tensions sociales et désinformation grignotent les repères, des étudiants passent par un cadre militaire strict chaque matin au même rythme, sous les mêmes règles, avec des conséquences pour tous, sans armes, sans déploiement, sans endoctrinement. Une question dérange alors militarisation de la jeunesse ou prévention sociale. Et pourquoi Ibrahim Traoré lie-t-il discipline et souveraineté éducative ? Ce pari affirme que l'ordre protège le débat, que la responsabilité précède les droits et que la liberté, sans règles partagées, peut basculer en chaos. Ce récit promet d'expliquer pourquoi cette réforme éducative n'est ni un geste symbolique, ni une improvisation idéologique, mais une réponse structurée à un risque précis, la fragilisation silencieuse de la cohésion sociale. Pour le public, l'enjeu est clair, comprendre comment discipline, civisme et prévention peuvent influencer la stabilité d'un pays sous pression sécuritaire. Dans le contexte burkinabé, l'université n'est plus seulement un lieu de transmission de savoir technique. Elle devient un espace où se joue l'équilibre entre liberté individuelle et responsabilité collective, à un moment où les jeunes sont exposés à la manipulation, aux récits extrêmes et à la frustration économique. L'objectif n'est pas de convaincre par l'émotion, mais de poser un cadre d'analyse. Distinguer militarisation et formation civique, séparer autorité et violence, et mesurer ce que produit une discipline partagée quand les institutions civiles sont mises à l'épreuve. Ce parcours permettra aussi d'évaluer ce que ce choix révèle d'une conception plus large de la survie nationale au-delà du champ de bataille, là où se forment les citoyens de demain. La réalité contredit l'accusation la plus fréquente. Les étudiants ne sont ni armés, ni entraînés au combat, ni préparés à une obéissance politique aveugle. Ce qui change, en revanche, c'est le cadre quotidien. Mêmes horaires stricts pour tous, règles communes appliquées sans exception, responsabilités individuelles immédiatement reliées aux conséquences collectives, dans un contexte où la jeunesse est devenue l'une des cibles les plus exposées à la manipulation sociale. Ce mini-révélateur oblige à déplacer le regard. Le Burkina Faso traverse l'une des périodes les plus fragiles de son histoire moderne, marquée par la violence armée, l'insécurité persistante et des tentatives répétées de division communautaire. Dans un tel environnement, les décisions qui façonnent l'avenir du pays ne se prennent plus uniquement sur les lignes de front. Elles se jouent aussi dans les amphithéâtres, les quartiers urbains et surtout dans l'esprit des jeunes adultes en formation. Dans la région du Sahel, les groupes terroristes et les réseaux de déstabilisation exploitent précisément cette zone grise. Frustration sociale, pression économique, désinformation sur les réseaux, sentiment d'abandon institutionnel. Les étudiants, souvent perçus comme une force critique, deviennent alors des cibles privilégiées, non par idéologie, mais par vulnérabilité. L'indifférence, dans ce contexte, n'offre plus de protection. Elle crée un vide que d'autres remplissent. C'est ici que s'inscrit la logique défendue par Ibrahim Traoré. Pour lui, l'éducation ne peut rester déconnectée des réalités nationales lorsqu'une société est sous tension permanente. Former des diplômés sans discipline civique ni conscience collective revient à produire des individus techniquement compétents, mais facilement mobilisables, divisables et manipulables. L'histoire récente montre que l'effondrement social commence rarement par une ignorance totale, mais par une confusion interne non maîtrisée. Le programme de formation dans un environnement militaire structuré est donc présenté comme une prévention sociale. Il ne vise pas à créer des soldats, mais à renforcer une colonne vertébrale morale. Ordre, respect des règles, responsabilité partagée. Cette distinction, souvent ignorée à l'extérieur, constitue le cœur du débat. Le personnage central de cette transformation n'est ni un officier, ni un idéologue, mais l'étudiant ordinaire plongé dans un cadre inhabituel. Chaque journée commence de la même manière pour tous. Lever matinal, alignement, emploi du temps précis, règles identiques, conséquences partagées. Cette uniformité n'efface pas les différences individuelles, mais elle les place dans un espace commun où personne n'est au-dessus de la discipline. Pour beaucoup d'étudiants, le premier impact est concret et immédiat.
Le temps cesse d'être abstrait. La ponctualité devient une obligation collective, non une préférence personnelle. Le comportement individuel n'est plus isolé, il affecte directement le groupe. Cette expérience crée un lien rarement produit par l'université classique. La compréhension vécue que la liberté existe à l'intérieur de limites communes et non en dehors d'elles. Un cas revient souvent dans les témoignages évoqués par le programme. Des étudiants issus de régions, d'ethnies ou de milieux sociaux différents découvrent une égalité stricte face aux règles. Les hiérarchies sociales perdent de leur poids lorsque chacun mange le même repas, suit le même rythme et répond aux mêmes exigences. Cette expérience partagée réduit les fractures identitaires qui, en période de crise, deviennent des lignes de faille exploitables. L'impact précoce se manifeste aussi dans la perception de l'autorité. Celle-ci n'est pas présentée comme une force arbitraire, mais comme une structure protectrice. Les règles cessent d'être vues comme des punitions. Elles deviennent des mécanismes de coordination. Cette bascule est essentielle dans une société où la méfiance envers les institutions fragilise le lien civique. À ce stade, l'effet principal n'est ni idéologique ni spectaculaire. Il est comportemental. L'ordre quotidien installe une stabilité minimale et cette stabilité ouvre un espace pour la réflexion critique plutôt que pour la réaction impulsive. Avant l'introduction de ce cadre structuré, le parcours universitaire au Burkina Faso s'inscrivait dans un environnement social déjà fragilisé. Les étudiants évoluaient dans un contexte marqué par l'insécurité diffuse, la pression économique, le chômage latent et une exposition constante aux récits polarisants circulant sur les réseaux sociaux. L'université formait des compétences techniques, mais laissait souvent intactes les vulnérabilités sociales. Absence de repères communs, sentiment de détachement civique, frustration accumulée sans canal collectif de régulation. Puis intervient le basculement. La décision de placer temporairement les étudiants dans un environnement militaire discipliné ne survient pas comme un geste isolé, mais comme une réponse à une accumulation de signaux faibles. Dans une société sous tension permanente, chaque crise étudiante, chaque mouvement mal encadré, chaque flambée de colère devient un risque systémique. Le choix opéré vise à interrompre cette dynamique avant qu'elle ne se transforme en spirale incontrôlable. Après la mise en place du programme, le changement n'est pas spectaculaire, mais progressif. Le premier effet observable concerne le rythme. Les journées s'organisent autour d'horaires fixes, de routines répétées et d'exigences claires. Cette régularité réduit l'espace laissé au désordre quotidien. Elle remplace l'improvisation par la prévisibilité et l'isolement par une expérience collective. L'étudiant n'est plus seul face à ses frustrations. Il les traverse dans un cadre partagé. Vient ensuite la transformation du rapport à la règle. Avant, la règle était souvent perçue comme extérieure, imposée, contournable. Après, elle devient une référence commune. Tout le monde y est soumis. Personne n'y échappe. Cette égalité devant la discipline modifie profondément la perception de la justice et de la responsabilité. Les comportements individuels prennent un poids collectif, et cette prise de conscience agit comme un régulateur silencieux. Le troisième moment clé concerne la gestion de la contestation. Avant, l'expression de la colère pouvait rapidement glisser vers la confrontation, nourrie par la désinformation et l'émotion brute. Après, le cadre discipliné introduit un délai. Il impose le contrôle de soi avant l'action. Il n'éteint pas le débat, mais il en modifie la forme. La critique n'est plus une décharge immédiate. Elle devient un acte réfléchi, inscrit dans une conscience des conséquences. C'est dans cette séquence que la vision d'Ibrahim Traoré apparaît clairement. Pour lui, l'éducation civique n'est pas une option morale, mais un impératif stratégique. Dans un pays confronté à des menaces armées et à des tentatives de déstabilisation interne, la jeunesse constitue à la fois une force et une faille potentielle. Sans discipline, elle peut être instrumentalisée. Avec une structure, elle devient un facteur de résilience. Le après ne promet pas une société parfaite ni une jeunesse docile. Il propose plutôt ceci, une prévention. La discipline agit comme un amortisseur social. Elle absorbe les chocs, ralentit les emballements et limite la propagation du chaos. Ce n'est pas une solution miracle, mais un choix assumé. Traiter les causes comportementales avant qu'elles ne produisent des crises visibles.
Ainsi, la ligne avant-après ne marque pas un glissement vers l'autoritarisme, mais un déplacement des priorités. La sécurité ne se joue plus seulement dans la répression ou l'urgence, mais dans la formation du caractère. Le temps long remplace la réaction immédiate. Et dans cette logique, l'université devient l'un des premiers terrains de défense sociale. Au point de départ, la situation de référence est connue et largement documentée dans le discours public burkinabé. Une jeunesse sous pression constante. Pression sécuritaire liée au terrorisme régional, pression économique marquée par l'incertitude professionnelle, pression sociale amplifiée par les réseaux numériques et par des récits simplificateurs qui transforment la frustration en colère. Dans ce cadre initial, l'absence de structure commune laisse chaque étudiant gérer seul ses tensions, avec des capacités inégales de recul, de maîtrise de soi et de discernement. L'évolution recherchée ne repose pas sur une rupture brutale, mais sur un déplacement progressif des comportements. Le cadre militaire introduit une discipline quotidienne qui agit comme un filtre. Avant, l'émotion précédait souvent la réflexion. Après, la routine impose un temps d'arrêt. Ce délai, apparemment anodin, constitue le premier changement mesurable sur le plan social. Moins de réactions impulsives, plus d'actions différées, davantage de contrôle individuel intégré au collectif. La deuxième évolution concerne la responsabilité. Dans le cadre initial, la responsabilité civique reste théorique, enseignée par des discours ou des manuels. Dans le nouveau cadre, elle devient vécue. Chaque manquement individuel entraîne une conséquence visible pour le groupe. Cette relation directe entre acte et impact modifie la perception du rôle citoyen. La liberté n'est plus perçue comme une absence de contrainte, mais comme une capacité à agir sans nuire à l'équilibre commun. Un troisième déplacement apparaît dans la relation à l'autorité. Au départ, celle-ci est souvent perçue comme distante, incohérente ou politisée. Le cadre structuré, en revanche, rend l'autorité prévisible. Les règles sont claires, appliquées de manière uniforme et compréhensible dans leurs objectifs. Cette cohérence réduit la méfiance et limite l'idée que toute contrainte serait arbitraire. L'autorité cesse d'être un adversaire symbolique pour devenir une référence fonctionnelle. Ces évolutions forment une chaîne de prévention sociale. Discipline quotidienne, responsabilité partagée, autorité lisible. Chaque maillon réduit la probabilité de dérive collective. Ce mécanisme ne supprime pas les causes profondes des tensions, mais il en atténue les effets immédiats. Il diminue la perméabilité des étudiants aux récits extrémistes, aux manipulations émotionnelles et aux appels à la confrontation rapide. C'est dans cette logique que s'inscrit la position d'Ibrahim Traoré. Il présente cette formation non comme une solution sécuritaire directe, mais comme une mesure de stabilisation en amont. Pour lui, la sécurité nationale ne se limite pas aux forces armées déployées sur le terrain. Elle dépend aussi de la capacité de la société à produire des citoyens capables de résister à la confusion, à la provocation et à la polarisation. L'argument central repose sur une distinction claire. La discipline n'est pas une punition, mais une prévention. Elle vise à interrompre des trajectoires à risque avant qu'elles ne deviennent visibles sous forme de crise. Ou dans cette approche, l'éducation devient un outil de protection collective, au même titre que les dispositifs sécuritaires classiques, mais avec un horizon plus long. Ainsi, la comparaison entre la situation initiale et l'évolution recherchée ne se lie pas en chiffres immédiats, mais en tendances comportementales. Moins de chaos diffus, plus de cohésion implicite. Moins de vulnérabilité individuelle, plus de résilience collective. C'est cette logique, discrète mais structurante, qui fonde la justification du programme. La critique la plus forte formulée à l'extérieur du Burkina Faso mérite d'être examinée sans caricature. Pour ses opposants, placer des étudiants universitaires dans un environnement militaire, même sans armes ni entraînement au combat, comporte un risque symbolique. Ils avancent que la proximité avec l'institution militaire pourrait banaliser l'autorité coercitive, réduire l'autonomie intellectuelle et habituer la jeunesse à confondre ordre et obéissance. Dans cette lecture, l'université devrait rester un espace civil protégé, distinct de toute logique sécuritaire, surtout dans un pays dirigé par des autorités issues de l'armée.
Un second argument complète cette inquiétude. Les critiques estiment que, dans des contextes fragiles, les dispositifs temporaires tendent à se normaliser. Une formation civique encadrée par l'armée aujourd'hui pourrait, selon eux, ouvrir la voie à une présence plus durable demain. Ce glissement progressif serait difficile à inverser et pourrait affaiblir à long terme la capacité des étudiants à contester légitimement le pouvoir ou à organiser des mobilisations critiques. Ces arguments ne sont pas abstraits, l'histoire contemporaine offre des exemples où la militarisation de la jeunesse a servi des projets autoritaires. Les ignorer affaiblirait toute analyse sérieuse. La question centrale devient donc la suivante. Ce qui se déroule au Burkina Faso relève-t-il de cette logique ou s'en distingue-t-il fondamentalement ? La réponse officielle repose sur une séparation stricte entre discipline et violence. Le programme décrit ne comprend ni formation aux armes, ni déploiement, ni endoctrinement idéologique. Il est limité dans le temps et présenté comme complémentaire à l'enseignement universitaire, non comme un remplacement. L'objectif affiché n'est pas l'obéissance politique, mais l'apprentissage de règles communes, de la maîtrise de soi et de la responsabilité civique. C'est sur ce point que la position d'Ibrahim Traoré est souvent citée. Il insiste sur le fait que la critique, le débat et la réforme restent légitimes, mais qu'ils doivent s'inscrire dans un cadre de conscience nationale. Dans une société sous pression extrême, l'enjeu n'est pas de produire une jeunesse silencieuse, mais une jeunesse capable de distinguer contestation constructive et déstabilisation exploitée. La divergence entre critiques et défenseurs ne porte donc pas sur la valeur de la liberté, mais sur les conditions de sa préservation. Là où les premiers craignent une pente autoritaire, les seconds voient un pare-feu préventif. La validité de l'approche ne se mesurera pas dans l'intention proclamée, mais dans ses effets réels sur le comportement civique, la cohésion sociale et la capacité des étudiants à penser et agir sans basculer dans le chaos. Ce point marque un changement de lecture essentiel. Jusqu'ici, le débat opposait liberté et contrainte, université et armée, éducation et sécurité. À mi-parcours, la logique se renverse. La discipline n'apparaît plus comme une restriction, mais comme une protection. Elle protège les étudiants contre la manipulation émotionnelle et la société contre les emballements collectifs qui transforment des frustrations légitimes en crises incontrôlées. Dans un environnement fragile, la vitesse est une arme. Les récits extrêmes misent sur la colère immédiate, la réaction sans recul et la polarisation rapide. Le cadre discipliné introduit volontairement de la lenteur. Il impose des routines, des règles et une hiérarchie temporaire qui casse cette dynamique. La pensée critique n'est pas supprimée, elle est retardée jusqu'à ce qu'elle puisse s'exercer sans être capturée par l'émotion brute. C'est ici que la vision d'Ibrahim Traoré s'inscrit avec cohérence. Il ne présente pas la discipline comme une fin, mais comme un filtre. Un filtre entre l'individu et le chaos ambiant. Un filtre qui permet de distinguer information et manipulation, protestation et agitation, engagement civique et instrumentalisation. Dans cette approche, l'ordre n'étouffe pas la liberté. Il la rend praticable dans un contexte de crise permanente. Cette révélation change la nature du débat. La question n'est plus de savoir si la jeunesse doit être libre, mais comment la protéger pour qu'elle le reste. La discipline devient alors un outil défensif, discret mais stratégique, au cœur de la stabilité sociale recherchée. Pour l'État, la première conséquence se situe au niveau de la stabilité institutionnelle. Une jeunesse soumise à une discipline partagée réduit la probabilité de crise soudaine déclenchée par des emballements émotionnels. Les autorités ne présentent pas ce cadre comme un outil de contrôle politique, mais comme un amortisseur social. En ralentissant les réactions collectives, le programme limite la propagation rapide de rumeurs, de mots d'ordre extrême et de mobilisations désorganisées qui, dans un contexte sécuritaire tendu, peuvent paralyser les services publics et détourner des ressources déjà rares. Pour les étudiants eux-mêmes, l'impact est plus intime. L'expérience d'un cadre structuré transforme la relation au temps, à l'effort et à la responsabilité. Beaucoup découvrent que la liberté ne disparaît pas sous la règle, mais qu'elle gagne en sens lorsqu'elle s'inscrit dans un cadre commun. Cette prise de conscience modifie la manière dont ils abordent ensuite le débat, la contestation
et l'engagement civique. La colère n'est plus l'unique moteur de l'action. Elle est filtrée par une compréhension plus claire des conséquences collectives. Du côté des communautés locales, les effets attendus concernent la cohésion sociale. Lorsque des étudiants issus de régions, d'ethnies et de milieux différents partagent la même discipline, les lignes de fracture perdent de leur centralité. Cette expérience commune réduit la méfiance mutuelle et affaiblit les récits qui opposent systématiquement les groupes entre eux. Dans des sociétés fragiles, où la division interne est souvent exploitée par des acteurs violents, cette homogénéité temporaire agit comme un facteur de stabilisation silencieuse. À l'échelle régionale, le message est également stratégique. Dans le Sahel, les dynamiques de déstabilisation reposent souvent sur une combinaison de violences armées et de chaos civil. Une population étudiante disciplinée, moins perméable à la manipulation et plus consciente de son rôle social, complique cette stratégie. Elle réduit le vivier humain disponible pour les réseaux extrémistes, non par la force, mais par la prévention comportementale. Cette approche ne remplace pas les opérations sécuritaires, mais elle en renforce l'efficacité à long terme. C'est dans cette articulation que la position d'Ibrahim Traoré prend tout son sens. Il insiste sur le fait que la sécurité nationale ne peut être assurée uniquement par des soldats et des armes. Elle dépend aussi de la capacité d'une société à se protéger de ses propres fractures internes. En plaçant la discipline civique au cœur de la formation universitaire, il cherche à transformer la jeunesse d'un facteur de vulnérabilité potentielle en un pilier de résilience collective. Ces conséquences ne sont ni immédiates, ni spectaculaires. Elles se déploient dans le temps à travers des comportements quotidiens, des choix individuels et des réactions collectives plus mesurées. Mais dans un environnement où chaque crise peut avoir des effets disproportionnés, cette lenteur devient une force. Elle dessine une stabilité moins visible, mais plus durable, qui relie l'éducation à la survie sociale. Dans le scénario de base, le programme reste limité dans le temps et strictement encadré. La formation civique en environnement militaire s'installe comme un passage transitoire, sans s'étendre à l'ensemble de la vie universitaire. Les étudiants réintègrent ensuite les campus avec des repères comportementaux plus solides. Le débat public demeure vivant, mais moins volatile. Les mobilisations existent encore, toutefois elles s'expriment avec davantage de retenue et de structuration, réduisant le risque de débordement rapide. Dans un scénario plus optimiste, les effets indirects se renforcent, les routines partagées créent des habitudes durables de coopération et de respect des règles, y compris en dehors du cadre militaire. Les universités adaptent certaines pratiques organisationnelles inspirées de cette expérience. Gestion du temps, responsabilité collective, médiation interne. La jeunesse devient progressivement un facteur de stabilisation sociale, capable de porter des revendications sans basculer dans la confrontation systématique. La prévention comportementale complète alors plus efficacement les efforts sécuritaires classiques. Le scénario le plus défavorable repose sur une perte de clarté du cadre. Si la formation venait à se prolonger indéfiniment, à manquer de transparence ou à être perçue comme politiquement instrumentalisée, la méfiance pourrait réapparaître. Les critiques de militarisation gagneraient en crédibilité et l'effet préventif se retournerait en facteur de tension. La discipline, au lieu d'être vécue comme protection, serait interprétée comme contrainte injustifiée, ravivant précisément les dynamiques que le programme cherche à éviter. Ces trois trajectoires montrent que l'enjeu ne réside pas seulement dans l'intention, mais dans l'exécution. La question centrale devient alors celle des garde-fous, durée clairement définie, séparation nette entre formation civique et autorité politique, et capacité à évaluer les effets réels sur le comportement étudiant. Sans ces conditions, même une approche préventive peut perdre sa légitimité. La recommandation implicite n'est donc pas de choisir entre discipline et liberté, mais de penser leur articulation. Dans un contexte fragile, la stabilité ne peut être improvisée. Elle se construit par des mécanismes réversibles, observables et discutables. C'est à ce niveau que se jouera, dans les mois à venir, la crédibilité de cette stratégie éducative comme outil de résilience sociale plutôt que comme symbole de pouvoir. Pour une partie du public, notamment les jeunes confrontés à l'incertitude,
Ce débat résonne de manière personnelle. Beaucoup reconnaissent dans la pression quotidienne. Chômage, attentes familiales, exposition constante aux réseaux sociaux et sentiment de ne pas maîtriser leur trajectoire. Dans ce contexte, la discipline évoquée dans le programme n'apparaît pas seulement comme une contrainte extérieure, mais comme une tentative de redonner des repères là où tout semble instable. Pour d'autres, en particulier les parents et les éducateurs, l'enjeu est celui de la protection. La crainte n'est pas tant la contestation que sa dérive. Voir des étudiants emportés par la colère, manipulés par des récits simplistes ou entraînés dans des dynamiques violentes alimente une inquiétude diffuse. Le cadre structuré est alors perçu comme une barrière préventive, imparfaite mais rassurante face à des risques que ni la famille ni l'université ne parviennent toujours à contenir seuls. Un troisième groupe observe ce choix avec ambivalence. Il s'agit de citoyens attachés aux libertés publiques, sensibles aux dérives autoritaires observées ailleurs, mais conscients de la fragilité du contexte national. Pour eux, la question n'est pas de rejeter ou d'adhérer aveuglément, mais de surveiller. Surveiller la durée, les méthodes, la transparence et la possibilité de débat. Leur rôle devient alors essentiel, maintenir une vigilance civique sans alimenter la polarisation. C'est précisément à ce niveau que la démarche interpelle chacun. Elle invite à réfléchir au rapport entre responsabilité individuelle et stabilité collective. Dans une société sous tension, attendre que les crises éclatent pour réagir coûte souvent plus cher que d'agir en amont. Le programme ne demande pas l'adhésion émotionnelle, mais une évaluation lucide de ses effets réels sur les comportements, les relations sociales et la capacité à vivre le désaccord sans basculer dans le chaos. La mise en œuvre de cette approche repose sur une logique progressive et encadrée. La première étape consiste à définir clairement le rôle de chaque acteur. L'État fixe le cadre, les objectifs et la durée. L'institution militaire fournit l'environnement disciplinaire sans intervenir dans le contenu académique. Les universités conservent la responsabilité pédagogique. Cette séparation des fonctions constitue le premier garde-fou contre toute dérive. La deuxième étape concerne le temps. La formation est présentée comme temporaire et limitée, intégrée à un parcours universitaire plus large. Cette limitation n'est pas secondaire. Elle permet de rappeler que la discipline est un outil de prévention, non un mode de gouvernance permanent. Sans borne temporelle explicite, la légitimité du dispositif s'érode rapidement. La troisième étape porte sur la lisibilité des règles. Les étudiants doivent donc comprendre pourquoi les contraintes existent, comment elles sont appliquées et quels comportements elles visent à renforcer. Une discipline incomprise devient coercition. Une discipline expliquée devient apprentissage civique. Cette transparence conditionne l'adhésion minimale nécessaire à l'efficacité du programme. Vient ensuite l'évaluation. Les autorités doivent observer les effets réels sur les comportements. Gestion des conflits, rapport à la contestation, respect des règles communes. Il ne s'agit pas de mesurer l'obéissance, mais la capacité à agir avec retenue et responsabilité. Sans indicateur clair, la prévention reste un discours. C'est dans ce cadre qu'Ibrahim Traoré inscrit sa vision. Il affirme que la sécurité nationale ne peut être dissociée de la formation du caractère. Pour lui, investir dans la jeunesse disciplinée revient à renforcer une ligne de défense invisible mais décisive. L'armée, dans cette logique, n'impose pas une idéologie, elle transmet des habitudes de rigueur, de service et de responsabilité. Enfin, la dernière condition est le maintien du débat public. La critique, l'observation et l'ajustement doivent rester possibles. Une discipline qui ne supporte pas le regard citoyen perd sa fonction protectrice. C'est cet équilibre, fragile mais essentiel, qui détermine si cette stratégie demeure une prévention sociale ou bascule vers autre chose. Le fil conducteur revient ici à l'idée initiale de caractère. Tout au long de ce parcours, la discipline n'a jamais été présentée comme une fin en soi, mais comme un moyen de préserver quelque chose de plus fragile, la capacité d'une société à tenir debout sous pression. Ce que vivent les étudiants n'est pas destiné à effacer leur voix, mais à leur donner un socle à partir duquel parler sans être emporté par le chaos ambiant. Le rappel est simple. Une nation confrontée à la violence armée, à la désinformation et aux fractures internes ne se désagrège pas uniquement par manque de sécurité, mais par perte de repères communs. Quand les règles cessent
d'être respecté, quand la responsabilité disparaît derrière la colère, la liberté elle-même devient vulnérable. Le programme étudié tente de répondre à ce risque par un choix assumé, investir dans la formation du comportement autant que dans la transmission du savoir. C'est à ce point que la vision d'Ibrahim Traoré s'inscrit dans une continuité. Il ne parle pas de discipline comme d'une contrainte imposée d'en haut, mais comme d'un héritage collectif à transmettre. Pour lui, l'éducation prépare moins à réussir individuellement qu'à tenir ensemble. Sans cette cohésion minimale, ni les diplômes, ni les discours ne suffisent à préserver l'avenir. La phrase clé qui traverse l'ensemble du projet pourrait se résumer ainsi: former l'esprit sans former le caractère laisse une société exposée. Ce rappel ne cherche pas à émouvoir par la peur, mais à ancrer une responsabilité partagée. Dans un contexte fragile, le courage consiste parfois à construire lentement plutôt qu'à réagir dans l'urgence. Au terme de ce parcours, la question dépasse largement le cadre du Burkina Faso. Elle touche à un dilemme auquel de nombreuses sociétés fragiles sont confrontées. Comment protéger la liberté sans laisser le désordre la vider de son sens ? L'expérience décrite n'offre pas de réponse universelle, mais elle propose une hypothèse claire. La stabilité sociale ne se décrète pas uniquement par des lois ou des forces de sécurité. Elle se construit aussi dans les comportements quotidiens, les habitudes partagées et le sens de la responsabilité. Ce choix éducatif invite donc à un débat plus large, loin des slogans rapides. Il pousse à interroger le rôle réel de l'université, non seulement comme lieu de savoir, mais comme espace de formation civique. Il oblige aussi à réfléchir à la frontière entre prévention et contrainte, entre discipline protectrice et dérive autoritaire. Une frontière qui ne peut être surveillée que par une vigilance citoyenne constante. Plutôt que de trancher définitivement, cette approche ouvre un champ de discussion. Elle suggère que, dans certains contextes, investir dans le caractère peut être aussi décisif qu'investir dans les infrastructures ou la sécurité. La question finale n'est donc pas de savoir si cette voie est confortable, mais si elle est adaptée aux réalités vécues par ceux qui en supportent le poids. À partir de là, une interrogation demeure ouverte. Dans des sociétés sous pression, quel équilibre accepter entre liberté immédiate et stabilité durable, et qui doit en définir les limites légitimes ?